familles sur 150 victimes des inondations à Aboville ont quitté leur maison, même si le niveau de l'eau a baissé. Elles ont été appelées à quitter les sites à risque. 3 porteurs du VIH-Sida sur 5 ont désormais accès au traitement. Près de 60% des 37 millions de personnes séropositives étaient sous traitement en 2017, une avancée considérable selon l'ONU-Sida. Bonsoir et bienvenue dans le 19h. Ce sont les vacances scolaires, le moment propice pour égayer les tout-petits. Plusieurs émissions de vacances le font bien fort heureusement, comme Wozo Vacances, n'est-ce pas Naomi? Bien sûr, bonsoir Ami Koulibaly. Bonsoir Naomi. Naomi est avec nous pour parler de Wozo Vacances à 2018. Wozo, c'est dans quelle langue déjà? Wozo, c'est en dida et ça signifie amusement. Ok, merci Naomi. Restez avec nous le temps de diffuser quelques reportages et nous reviendrons à vous. Merci. Il y a une dizaine de jours que le fleuve Agbo est sorti de son lit, causant de nombreux dégâts. À ce jour, il est difficile, voire impossible pour certains riverains de regagner leurs habitations. La présence des ordures dans les eaux n'arrange pas les choses et ces personnes s'exposent à des maladies. Ce sont au total 150 familles qui ont été touchées. La ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la Solidarité s'est rendue hier à Aboville pour apporter le réconfort du gouvernement aux populations. Eugène Conan fait partie des victimes des dernières pluies diluviennes qui ont fait de nombreux déplacés au quartier artisanal à Aboville. Près de 2 semaines après avoir quitté son quartier, il revient pour s'assurer qu'il peut regagner son domicile. Mais hélas, il devra encore patienter ou songer à trouver un autre toit. Le quartier baigne encore dans l'eau. Tout ce qui est de la maison, il y a tout perdu. Mais je n'ai pas eu de perte à vie humaine. Mais les décès de mes enfants, excuse-moi ma carte d'identité, vraiment plein de choses, il a perdu tout ce qui est dans la maison. Actuellement, ma famille, il a fait déplacer à le quartier, on appelle Makebou. Ma femme et mes enfants sont là-bas. Moi, je dors de mon lieu de travail. Ce n'est pas la première fois que les populations d'Agboville subissent les inondations. Selon les riverains, même si le cas de cette année est exceptionnel, à chaque saison pluvieuse, ils vivent des moments difficiles à cause des crues de la rivière Agbo qui passe à la lisière de la ville. C'est ce fleuve-là, parce que chaque année, bon, c'est pareil, hein, les inondations. Et quand le fleuve déborde, bon, crée des inondations. Il se passe dans ce lieu seulement, à d'autres environs. Il n'y a pas eu heureusement de morts pendant ces inondations. Mais comme Eugène, ils sont nombreux les riverains qui ont dû quitter les quartiers sinistrés pour se mettre à l'abri. Mais d'autres par contre ont décidé d'y rester. Pour le moment on est là, on va faire comment? Puisque pour avoir des maisons même à louer, même c'est difficile. Donc on est obligé de faire avec un peu, en croyant un jour que ça va finir, quoi. On a la chance que ça ne nous a pas pris, mais les années précédentes, ça nous dégage aussi. Et on s'en va se loger chez des gens et après, bon, on revient. Et quand c'est comme ça, là, les puits, bon, il faut désinfecter, tout ça, ça pose problème. Donc on demande à l'État de faire quelque chose pour ceux qui sont à Aboville. Ce cri de cœur a été entendu. La ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté s'est rendue à Aboville pour s'enquérir du calvaire des populations et apporter le réconfort de l'État aux 150 familles sinistrées. Des vivres et des non-vivres d'une valeur de 20 millions de francs CFA leur ont été remis. Et aux 40 familles qui ont décidé volontairement de quitter les zones à risque, elle leur a remis la somme de 2 millions de francs CFA. Nous avons visité les sites, c'est vraiment la désolation parce que l'eau a englouti pratiquement certaines maisons. Le message du gouvernement, c'est que les populations quittent ces sites. Nous avons vu à Aboville, malgré la présence de l'eau, il y a des personnes qui habitent. Il faut donc quitter et aller se mettre à l'abri ailleurs. C'est mieux de perdre des biens que de perdre la vie. Maria Toukoni invite les autorités municipales à prendre toutes les dispositions pour le recasement des sinistrés afin de faciliter le déguerpissement des zones potentiellement inondables. Pas du tout facile d'éduquer des enfants, l'apprentissage de la vie, des valeurs morales, intellectuelles par la communication et aussi avec la chicotte. En ce qui concerne l'utilisation de la chicotte dans l'éducation des enfants, les avis divergent. D'un côté, ceux qui font l'apologie de la chicotte et de l'autre, les détracteurs de cette méthode. Sissoko est cadre dans le privé. Son parcours n'a pas de tout temps été rose, notamment son enfance. Ses instants de vie, Sissoko s'en souvient comme si c'était hier, surtout les épisodes rythmés par le fouet. Ses parents et ses enseignants ont dû bien souvent en faire usage, soit pour lui faire retenir des leçons ou encore en guise de correction. Quand je vais à l'école, quand je viens, je refusais d'étudier, je cherchais à dormir, la vieille me chicotte. Surtout une fois j'ai pris le vécu de mon père.
Et sans permis, je l'ai roulé, je suis allé, j'ai cogné la voiture du voisin. Ah non, ça n'a pas été chose. Ma mère m'a chicoté. Elle m'a chicoté. C'est-à-dire, aujourd'hui, ma réussite va de ma mère. L'éducation par la chicotte. Bien de parents y ont eu recours et bien d'enfants sont passés sur les coups de fouet. Une pratique à bannir pourtant, selon les psychologues. Dans la culture traditionnelle africaine, nous utilisons la chicotte, voilà, pour vraiment comme moyen d'éducation. Or, de nos jours, il est démontré que cela n'est pas véritablement un moyen d'éducation, voilà, mais par contre, cela participe à un traumatisme de l'enfant. Des arguments que refutent les adeptes de la chicotte. Avant, l'éducation était collective. C'est-à-dire un enfant qui se comporte mal, il est corrigé par le voisin, par le monde, par tout le monde. Donc lui-même, il sait que s'il offense quelqu'un, il sera frappé. Parce qu'avant, on les frappe, on nous frappait, donc on a peur. Ceux de maintenant, on ne les frappe pas, ils s'en foutent des gens. Parce que tu ne peux pas le frapper, donc il va te dire quoi, et puis il peut te parler comme il veut, mais toi, tu as fait quoi? Tu n'as pas l'envoyer en prison, tu n'as pas le frapper, tu le frappes, mais ça ne va pas dire pourquoi tu as frappé mon enfant. On dit qu'il faut l'envoyer à l'hôpital, donc tu ne peux pas le frapper. Donc, il ne respecte pas les gens, parce qu'on ne les frappe pas. Sinon, un enfant, quand il sait qu'on va le frapper, là, il fuit. Justement, c'est cette cible qui intéresse l'ONG Cœur d'Amour, engagée dans la lutte contre l'usage de la chicotte dans l'éducation des enfants. L'ONG procède par la sensibilisation des populations. Objectif, obtenir le changement de comportement des parents. Il y a des parents autoritaires, il y a des parents démocratiques, il y a des parents permissifs, il y a des parents négligents. C'est à cause des primates, à cause des sévices. Donc pour un parent autoritaire, les enfants ne peuvent pas rester en famille. Ils sont obligés d'aller trouver la paix qu'ils n'ont pas cherchée à la maison, dans la rue. Et alors quand ils sont dans la rue, personne pour les éduquer, la rue les éduque. Nous préconisons qu'il faut être un parent démocratique. Celui qui approche les enfants, celui qui discute avec les enfants, celui qui aime ses enfants, qui est tout le temps avec eux, qui les conseille. Cette campagne réunit une trentaine de femmes de la commune de Yopougon. À l'ordre du jour, des modules sur les conséquences de l'usage de la chicotte et sur les techniques d'éducation des enfants difficiles. Désolé, c'est qu'il faut communiquer avec l'enfant. En communiquant, on règle beaucoup de choses. Parce que ce n'est pas à la force qu'on résout beaucoup de choses. Non. Le plus souvent, quand on fait beaucoup de choses avec les forces, tu ne règles pas les problèmes. Mais bien au contraire, tu endurcis même le cœur même de la question. Depuis 2009, la chicotte et autres punitions physiques et humiliantes ont été interdites par arrêté ministériel dans les écoles en Côte d'Ivoire. Si la bataille dans les écoles est gagnée, celle dans les familles reste l'affaire d'ONG, qui, à force de sensibilisation, espère réussir à bannir les châtiments corporels de l'éducation des enfants. Des enfants qui sont invités à suivre Wozo Vacances. Selon vous, l'éducation avec ou sans la chicotte, Naomi? Je dirais les deux, au risque de décevoir certains parents. Mais en tout cas, nos parents ont utilisé la chicotte. Et je suis un peu pour la chicotte aussi. Vous avez raison, ma mère aussi m'a beaucoup chicoté, comme on le dit. Ah, ben voilà. C'est reparti pour Wozo Vacances, cette émission consacrée aux tout-petits et à sa 29e édition dans sa traditionnelle conte jeux éducatifs au menu. Les enfants de plusieurs communes de la Côte d'Ivoire participent chaque année à cette émission qui est aussi une compétition entre plusieurs groupes. L'idée, égayer les enfants et créer une saine émulation. Naomi, je vois que vous êtes prête à faire vibrer le palais de la culture avec les tout-petits. Oui, j'ai envie de dire que toute la RTI est prête, l'équipe de production aussi. On est en répétition tout à l'heure au palais de la culture. Après une présélection qui a vu une centaine de groupes inscrits, 20 sont retenus pour les phases éliminatoires. Et demain, on a rendez-vous au palais de la culture à partir de 14h20 en direct sur RTI 1 pour la première manche éliminatoire de Wozo Vacances 2018. Combien de groupes sont en compétition demain? Nous avons 5 groupes. À chaque manche éliminatoire, il y aura donc 5 groupes. Donc 5 fois 4 manches éliminatoires. Ça nous fera donc les 20 groupes en compétition. Et quels sont les groupes qui sont attendus demain? Alors, Botro sera représenté, Abobo, Koro, j'ai pas tous les noms en tête, désolé, mais 5 différents groupes seront présents pour le bonheur des tout petits et des tout grands aussi. Les tout petits et les grands, les enfants peuvent donc participer à cette compétition à partir de quel âge? Alors pour la compétition, c'est de 5 à 15 ans.
Au-delà, ce n'est pas très évident parce que les membres du jury vont sortir le stylo rouge. Mais pour ceux qui viennent faire la fête, c'est justement de 5 ans à 500 ans, pourquoi pas. 5 à 15 ans, vous avez dit 5 pour ans. la compétition. Ils ne sont pas trop petits, les enfants de 5 ans? Non? Les enfants aujourd'hui sont extraordinaires, Ami Coulibaly. Vous allez remarquer qu'aujourd'hui, un enfant de 5 ans peut vous dire ce qu'il aime, ce qu'il apprécie, ce qu'il n'aime pas. Il a la possibilité, avec de gentils petits mots, de vous passer un message. Et celle qui retient encore notre attention, elle est passée il y a de cela 2 ans. C'était la jolie petite gamine. Elle n'avait que 4 ans quand elle a participé au concours Talois Clamant. Et on avait l'impression que c'était une poupée qui était branchée, qui parlait. Mais les enfants ont un message à passer. Ok, Naomi, une innovation cette année? L'innovation particulière, ce sont les danses masquées que nous allons découvrir avec l'aide de la compagnie Moyer Ivoire. Les enfants aujourd'hui n'ont pas la possibilité d'aller au village. Papa et maman sont très occupés. On a du mal à conduire nos enfants au village. On va donc déplacer ces danses masquées-là au Palais de la Culture pour que les enfants apprennent ce que nous avons de beau en Côte d'Ivoire. Quelle danse masquée, par exemple? Alors, on aura la danse... Merci, comment vous avez fait pour... Je suis Sénoufo. D'accord. Le nord sera représenté par le Boloy. On aura la danse Fatchoué, c'est chez les Ébriés. Chez les Gourous, ça sera le Zaouli. On aura le Bir. Est-ce que vous connaissez le Bir? Non, je ne connais pas le Bir. Ben voilà, ce sera l'occasion de découvrir. Ce sont les frères Lobby qui nous proposent la danse Bir. Oui. Et au fur et à mesure, à chaque émission, bien sûr, on découvrira une danse masquée particulière. On tient aussi à mentionner que les artistes de Côte d'Ivoire sont venus unis avec l'équipe de production pour proposer un beau spectacle. Et les artistes ont participé aux différentes introductions de l'émission. Et Naomi, quel est le coût du ticket? J'espère que ce n'est pas trop cher. C'est vrai que c'est toujours beaucoup, ça peut faire beaucoup de choses dans certaines familles, mais on se dit que pour le spectacle donné avec les artistes, 2000 francs CFA pour les phases éliminatoires. Au niveau des demi-finales, ça va coûter 3 000 francs CFA et la finale sera à 5 000 francs CFA. C'est juste un avant-goût que la RTI veut proposer à tous ceux qui adorent Wozo parce que cette année, Wozo célèbre 29 ans. C'est un avant-goût donc du trentenaire qui sera célébré avec faste l'année prochaine. Ok, j'aimerais bien être demain au Palais de la Culture, mais malheureusement, je serai là à la RTI ici. Oh là là, dommage. Et comme vous, pour les parents qui ne pourront pas se déplacer et pour les enfants qui ne pourront pas se déplacer, on va allumer la télévision, d'accord, sur RTI 1. On reste connecté avant, bien sûr, de vous retrouver sur RTI 2 pour le journal. Merci, Naomi, d'être venue sur notre plateau. C'est nous. Merci, chers téléspectateurs, d'avoir suivi ce plateau. Savez-vous que dans le monde, 76% des femmes enceintes et des femmes allaitantes vivant avec le VIH ont accès à un traitement antirétroviral? Les efforts pour lutter efficacement contre le sida ne sont pas encore suffisants selon ONU-SIDA, le programme des Nations Unies sur le VIH-SIDA. Même si la lutte contre la maladie progresse, près de 60% des 37 millions de personnes séropositives étaient sous traitement en 2017, une amélioration de la prise en charge qui s'accompagne d'une diminution du nombre de nouvelles infections. Moussa Coulibaly, Juliette Ouya. Une avancée notable dans la lutte contre le sida. Selon le rapport de l'ONU-SIDA, près de 3 séropositifs sur 5 dans le monde ont accès aux traitements antirétroviraux, soit la plus haute proportion jamais atteinte. Mais le constat observé sur le terrain est différent des résultats attendus. Malgré le nombre considérable des porteurs du VIH sous traitement, celui des infections, lui, ne diminue pas. On pensait honnêtement, et ça je vous le dis, qu'avec l'augmentation rapide des personnes mises sous traitement, que nous aurions eu, bien sûr, un retour sur investissement sur la prévention beaucoup plus rapide. Mais aujourd'hui, nous constatons malheureusement que nous n'avons pas une baisse significative des nouvelles infections. En 2017, 36,9 millions de personnes dans le monde vivaient avec le VIH contre 36,3 millions en 2016. 21,7 millions avaient accès aux traitements antirétroviraux en 2017 contre 19,4 millions en 2016. En vue de maintenir et d'améliorer ces résultats, l'instance de l'ONU en charge de la lutte contre la maladie tire la sonnette d'alarme. Il faut mobiliser 14 à 18 milliards de dollars dans le Fonds mondial à la conférence de reconstitution de Paris pour la période 2020-2022. Alors nous attendons donc, nous, acteurs français
et j'ai envie de dire même acteurs internationaux, puisqu'il n'y a pas que la France, que le président Emmanuel Macron joue son rôle de premier de cordée, comme il aime bien le dire, dans la lutte mondiale contre le VIH. Les enfants ne sont pas aussi épargnés par cette pandémie. Plus de 50% n'ont pas accès aux soins. L'année dernière, on a enregistré 110 000 décès et 180 000 nouvelles infections. Le Nigeria représente à lui seul environ la moitié de toutes les nouvelles infections d'Afrique de l'Ouest. Une situation inquiétante selon le directeur exécutif de l'ONU-SIDA. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Portez-vous bien.